Général d'armée François Lecointre, bonjour, bonsoir, nous sommes en fin d'après-midi. Conclure cette édition d'une époque formidable avec vous n'est pas fortuit. Cet 11e opus a un fil conducteur, garder le cap dans un contexte éruptif, essayer de voir clair, loin et juste dans un moment de l'histoire incandescent, exercer une exigence éthique quand à peu près tout s'emploie à la corrompre. Vous êtes aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur, vous avez été chef d'état-major des armées de 2017 à 2021, chef d'état-major des armées, je vais essayer de le résumer de manière un petit peu triviale, c'est celui sans lequel ni le ministre des armées ni le président de la République, chef des armées, ne décide. Parce que le chef d'état-major est le coordonnateur des corps d'armée et qu'il est le militaire patron des militaires, dit autrement, celui en lequel tout soldat, sous-officier, officier reconnaît son légitime supérieur. Mais l'origine de mon invitation est ailleurs, elle figure dans ce récit entre-guerres que vous avez publié en 2024 chez Gallimard. Ensuite, votre trajectoire de jeune officier, votre engagement à la fois militaire et pacificateur au Rwanda ou en Irak, l'état presque en suspension ou en frustration que dicte cette période de l'histoire justement entre-guerres. Parfois, on se surprend à être davantage qu'avec vous, au fond de vous, par exemple dans l'enfer de Sarajevo, qui illustre une incroyable scène de combat, je vais dire à l'ancienne, fusil contre fusil. Oui, on se surprend même à respirer avec vous. Et cela, vous l'exprimez avec la clairvoyance, le doute, la retenue, l'humilité qui confèrent à votre récit une humanité singulière. Singulière et qui éclaire l'exigence éthique bien au-delà des spécificités du monde militaire. Ce récit introduit l'humanité dans l'engagement de soldats à partir de laquelle est questionnée celle de toute personne. Il introduit l'humanité, y compris, surtout même, lorsque cette humanité vous abandonne, lorsque vous transgressez, voire trahissez la vôtre. Nous allons donc parler de vous et aussi de notre époque, que votre expérience et votre approche éthique du soldat et de la guerre vont nous aider à déchiffrer. J'ai titré cette séquence « Guerre et paix », puisse Vladimir Poutine ne pas trahir son compatriote Léon Tolstoï et substituer au titre celui de « Guerre et guerre ». Ce débat, comme tous ceux d'une époque formidable, est réalisé en partenariat avec La Tribune Dimanche, BFM, et sera podcasté sur Slate. Et j'ai pris comme colonne vertébrale de notre débat l'éthique de la guerre et l'éthique du soldat. Entrer dans l'armée, c'est être disposé à tuer et c'est être prêt à être tué. Est-ce là un dessein éthique? Et je vais préciser par un exemple, tuer celui à la place duquel nous pourrions être. Tel soldat russe aurait pu naître ukrainien et vice-versa. Alors, ma question est peut-être très naïve, mais je pense qu'elle est importante aussi quelque part pour cerner justement le sujet de l'éthique du soldat. Oui, je pense que... Bonsoir d'abord, bonsoir à tous. C'est la première question qu'on se pose, d'ailleurs pas tout de suite lorsqu'on entre à Saint-Cyr ou lorsqu'on décide de devenir soldat, parce qu'au début, la première question qu'on se pose, c'est celui du risque de sa propre vie et de la vie de ses hommes. Et on se pose la question du courage qu'on aura à affronter cette peur et ce risque de la mort, mais de sa propre mort. Et c'est ensuite, une fois que l'on se prépare au combat, qu'on apprend le combat, que l'on voit les effets des armes que l'on met en œuvre, et que l'on est soi-même amené à combattre, qu'on se pose la question, effectivement, de ce qui est le cœur de ce métier, qui est d'accepter de donner la mort sur ordre. Et donner la mort sur ordre conduit immédiatement à... Alors, il y a plusieurs façons de donner la mort, on y reviendra peut-être, oui. Mais conduit forcément à la question de la légitimité de cet ordre. Qu'est-ce qui fait qu'il existe une raison supérieure suffisamment puissante pour que je transgresse ce tabou absolu de devoir donner la mort et de devoir tuer la personne qui est en face de moi? Et est-ce que je parviens à faire le lien direct entre cet acte que je vais devoir commettre et un résultat tactique, un résultat stratégique et sans doute aussi un résultat politique? Donc ces questions-là, elles ne se posent pas immédiatement. Encore une fois, au départ, la première question, c'est celui de sa propre mort et de la peur qu'on a. Mais très rapidement, quand on s'y prépare, elle s'impose à nous.
Je crois d'ailleurs que, en réalité, si, quand on est soldat, on met autant en avant l'héroïsme, l'acceptation de sa propre mort, c'est pour rendre acceptable le fait que l'on doive tuer quelqu'un. Comme si on essayait de rétablir une sorte de symétrie déontologique entre la mort que je vais devoir donner, la vie que je vais devoir prendre, et le fait que je le fasse au risque et au prix de ma propre vie et de celle de mes hommes. Et je pense que cette symétrie déontologique, ce rééquilibrage, il est absolument indispensable pour survivre psychologiquement à cet acte de devoir donner la mort. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'une fois que vous avez donné la mort, eh bien, ça vous suit toute votre vie, évidemment. La plus grande peur, on peut l'imaginer, c'est celle d'être tué, mais peut-être que la peur de tuer est aussi peut-être tout autant, j'allais dire, prenante au fond de soi. Non, je pense que c'est même pas une peur de tuer. C'est un interdit qu'on ne parvient pas à transgresser. Et donc c'est un blocage absolu. Et la plus grande peur, ça n'est pas tant d'ailleurs d'être tué, c'est d'être infirme à vie, c'est d'être blessé. Et quant à moi, et ce dont j'essaie de témoigner dans ce livre, c'est que la plus grande peur que j'ai éprouvée, c'est au moment où nous étions sous des gaz et sous des menaces de tirs chimiques des Irakiens, que j'avais une vision très précise de ce que donne l'intoxication par des gaz neurotoxiques, et que ma crainte, c'était qu'au moment de mourir, je sois inconscient. Alors, ça peut paraître absurde, mais quand vous réfléchissez à votre propre mort, vous rêvez d'être digne jusqu'au bout. Et les images que j'avais de la mort par intoxication par neurotoxiques, c'était des images épouvantables de pantins désarticulés, agités de soubresauts, et qui avaient perdu cette humanité, qui avaient perdu cette dignité. Et c'était ça ma plus grande crainte, c'était de ne plus être homme au moment où j'allais mourir. Voilà. Et pourquoi, lorsqu'on a cette peur de la mutilation, cette peur d'être diminué, cette relation à la fois à la mort et au fait de tuer ou d'être tué, qu'est-ce qui est plus fort, grâce à quoi vous avez fait le choix de cette carrière de militaire? D'abord, je crois que j'ai fait le choix parce que je ne me rendais pas compte de tout ça. Et que d'abord, je vivais dans... Je ne dis pas que c'est le cas de tous les gens qui choisissent ce métier-là. Mais moi, j'étais baigné dans une sorte de mythologie familiale, de lignée d'officiers qui étaient morts au combat et qui étaient très héroïsés dans ma famille. Voilà. Et mon père lui-même était officier, mes grands-parents étaient officiers. Je parle d'un frère de ma mère qui est mort à 23 ans, 65 en Algérie. C'était une sorte d'archange, présenté comme tel dans ma famille. Et donc, j'avais cette vision héroïque et magnifique. Mais encore une fois, je passais complètement sous silence et dans mon esprit, ça n'existait pas, le fait que ce qu'ils avaient dû faire, c'était donner la mort. Et je le passais d'autant plus sous silence que mon père, lui, c'était quelque chose avec lequel je n'en ai quasiment jamais parlé, sauf très tard, une fois que j'étais rentré à Syr, et très, très rapidement. Or, mon père, lui, il a commandé un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc, il portait cette perspective de devoir donner ce qu'il y a de plus épouvantable dans la mort, c'est-à-dire la mort cataclysmique du feu nucléaire. Et il le faisait du fond de son sous-marin. Et donc, lui, il avait forcément une réflexion profonde sur ça. Mais quand j'étais enfant, il ne m'en a jamais parlé. Et donc ce qui m'a poussé à essayer d'imiter ces ancêtres que je trouvais glorieux, héroïques et magnifiques, qui me fascinaient, et d'ailleurs les armes que nous avions à la maison étaient quelque chose qui m'effrayait aussi, parce qu'on avait des panoplies de sabres, c'était une forme d'incertitude de moi-même qui me poussait à essayer d'être à la hauteur de ceux que je considérais comme étant les plus grands et les plus courageux, et qui étaient mes grands-parents, mes oncles, qui étaient morts à la guerre. Et en particulier un de mes oncles, celui dont je parlais à l'instant, qui est mort à 23 ans, et qui, quoique héroïque, et mort de façon héroïque, avait le visage d'un très jeune homme, très fragile. Et je me disais, dans cette incertitude que j'avais de moi-même, dans le fait que je ne m'aimais pas,
que si lui, qui incarnait une forme de fragilité sur ces photos que nous avions de lui, avait réussi à mourir en héros, peut-être que moi j'arriverais à surmonter cette indignité et cette fragilité en le suivant sur cette voie-là. Et je pense, pour avoir ensuite eu à commander des jeunes soldats qui sont issus souvent de milieux très modestes, que c'était le même moteur qui les avait poussés à s'engager dans les armées. Cette envie de se réaliser en se hissant au-dessus d'eux-mêmes et en dépassant cette incertitude de soi qu'ils avaient, en faisant quelque chose d'héroïque. Il y a quelques jours, je regardais la série Apocalypse et il y a eu notamment une séquence sur la guerre que les Français ont livrée en Indochine. Et le réalisateur Pierre Schoendorfer donc, se fait larguer en parachute au-dessus de Dien Bien Phu. Et voilà ce qu'il déclare par la suite. Ce n'est pas parce qu'on accepte de se faire tuer pour une cause que cette cause est juste. Qu'est-ce qu'elle a inspiré aux jeunes soldats que vous avez été, au général d'armée que vous êtes devenu? Est-ce que vous-même vous êtes retrouvé confronté à vous poser cette question? Alors moi, je me suis posé cette question tout le temps quand j'étais chef d'état-major des armées, parce que celui qui doit absolument garantir qu'il va envoyer ses soldats au combat et que ces soldats, dans les années qui suivront, ne se réveilleront pas trempés de sueur la nuit parce qu'ils penseront qu'ils ont tué pour rien, ou qu'ils ont tué de travers, ou qu'ils ont tué sans que ce soit justifié, celui qui a cette responsabilité-là de garantir la légitimité, c'est le chef d'état-major des armées. Et que c'est un dialogue constant avec le président de la République pour forcer le président de la République à définir les conditions de la légitimité de l'engagement en contraignant les objectifs politiques par la traduction qu'on en fait dans des objectifs stratégiques et des modes d'action tactiques. Voilà. Parce qu'il peut y avoir une finalité évidemment légitime sur le plan stratégique qui peut conduire dans la façon dont on essaiera d'atteindre cet objectif politique et stratégique à ne pas être en accord avec nos principes éthiques et donc à faire en sorte qu'on pervertisse le sens de l'action. Donc ça, je me suis posé la question comme chef d'état-major des armées pendant 4 années. Chaque fois qu'en Conseil de défense, nous avions à traiter de ces sujets-là avec le président de la République. Mais avant, là où je me suis posé la question, c'est au Rwanda. Voilà. Parce qu'au Rwanda, dans la situation dans laquelle nous étions, en fait, ce qui nous paraissait être la motivation la plus évidente, c'était de venger les Tutsis qui étaient massacrés. Et nous nous considérions comme les porteurs de l'indignation de l'opinion publique internationale et française, comme je l'ai ressenti après à Sarajevo. Et de toute façon, quand l'opinion publique s'intéresse à un conflit de ce type-là, l'opinion publique désigne le camp du bien et désigne le camp du mal. Et ce qui vous rassure, c'est de vous dire « je suis là parce que j'incarne le camp du bien. Et je vais venger. Et je vais venger contre le mal et contre son expression la plus absolue. » Et que porté par cette indignation, à un moment, au Rwanda, j'ai eu envie de me venger sur des Interahamwe, et notamment sur quelqu'un qu'on nous avait livré comme étant un Interahamwe, qu'on nous avait dénoncé comme étant le responsable d'un massacre d'enfants dont nous avions dû réenterrer le charnier la veille, et que mes soldats considéraient qu'il fallait abattre et tuer. Et que ça a été très très difficile de se maîtriser et de se dire, mais en fait, je dois le traiter selon les lois de la guerre, je dois le considérer comme un prisonnier, et je dois respecter une forme de présomption d'innocence. Et ça, c'était très très difficile parce que nous avions la plus extrême des justifications et la plus extrême des légitimités, qui était d'abord l'indignation qui nous portait de toute notre opinion publique, et puis notre propre indignation et notre propre dégoût et bouleversement après ce que nous avions dû faire la veille. Voilà. Pardonnez-moi, général, je vais compléter ce que vous dites par un extrait de votre livre. Je vous cite, vous pressentez au Rwanda que vous pourriez vous aussi être emporté par une ivresse meurtrière aussi effroyable que celle à laquelle vous assistiez. Cette tentation, on imagine, c'est moi qui reprends le propos, est fréquente quand on est un militaire exposé à l'indicible,
envahi par la peur, possiblement aussi donc par l'esprit de vengeance. Et plus tard à Sarajevo, vous vouliez tuer. Cette ivresse meurtrière s'était emparée de vous et vous ouvrez la perspective de jouissance comme vous n'en aviez jamais éprouvé. Et là, je vous cite de nouveau. « J'ai compris que j'étais en train de perdre mon humanité. Comment avais-je pu me transformer ainsi en une créature monstrueuse de violence et d'animalité ? Aujourd'hui encore, j'en frémis de douleur et de honte. Comment lutte-t-on contre ces pulsions? Et est-ce quelque part la fraternité de groupe qui vous a permis, qui permet justement de lutter contre ces pulsions, de les juguler, de les maîtriser? D'abord, je crois que pour pouvoir lutter contre ça, il faut savoir ce que l'on est. Et il faut savoir que ça existe. Et que nous ne sommes pas admirables. Et je pense que si on a plusieurs occasions de découvrir ce que j'appelais sa propre insuffisance, sa propre indignité, ça nous prépare à l'affronter. Moi, il se trouve que j'ai été élève des Jésuites. Quand j'étais chez les Jésuites, on avait été faire les exercices de Saint Ignace de Loyola, un exercice d'introspection assez douloureux en fait. Et je n'étais donc pas très assuré sur ce que j'étais au fond de moi-même. Donc ça, c'est la première chose, c'est de savoir en réalité, non pas qui l'on est, parce que je pense que c'est très très difficile de le savoir absolument, mais de soupçonner, de suspecter que l'on a au fond de soi une animalité qui n'est pas admirable. Et souvent, quand je dis ça aux gens, les gens me regardent en disant mais moi je suis à l'écart de ça. Non, en fait, vous n'êtes pas à l'écart de ça. Et quand je parle de cette affaire, cette tentation de torturer quelqu'un et de le massacrer au Rwanda, c'était encore une fois parce que la veille, nous avions dû déterrer et réenterrer une quarantaine de corps de jeunes enfants qui avaient entre quelques semaines et quelques mois, et qui d'ailleurs étaient déjà en partie corrompus. Et donc évidemment, ça réveille en vous cette animalité, cette sauvagerie épouvantable. Voilà. Donc il faut le savoir. Et quand j'ai raconté cette histoire-là et que j'ai dit, la première fois que je l'ai racontée, c'était dans un amphithéâtre, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, lors d'une journée éducation jeunesse, au cours duquel on m'avait demandé de venir témoigner de ses engagements. Et j'ai senti que quand je disais à quel point nous avions été tentés d'abattre ce type, après que mes soldats aient commencé à le frapper, eh bien, la plupart des étudiants qui étaient dans la salle disaient « mais oui », et ils espéraient que nous allions abattre ce type, parce qu'il ne méritait que cela. Voilà. Donc je pense que chacun de nous a ça au fond de lui. Voilà. Donc le fait de le savoir est déjà, je pense, une forme d'antidote, d'éviter de penser que nous sommes des anges. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que dans le combat, et là le combat que vous évoquez, c'est un combat à Sarajevo, qui est un combat au corps à corps, baïonnette au canon. Et donc le corps à corps, c'est quelque chose de très très difficile. D'abord parce que vous avez peur. Vous avez peur d'ailleurs avant le corps à corps parce que vous savez que vous allez aller au combat au corps à corps, à toucher. Ensuite, parce que dès que le combat est lancé, vos camarades tombent à côté de vous. Et qu'ensuite, vous voyez le visage de celui que vous devez tuer. Et donc pour surmonter ce tabou qui vous interdit de tuer, de donner la mort, à toucher la personne, parce que vous la voyez à 1 mètre de vous, vous êtes obligé de laisser cette sauvagerie monter en vous. Et c'est là que vous en éprouvez une forme de jouissance. Une jouissance parce que d'abord votre peur est vengée, parce que vos camarades qui tombent à vos côtés sont vengés, parce que comme un enfant, vous prenez enfin votre revanche, parce que vous voyez l'efficacité du combat et que vous gagnez. Et ce qui est très très difficile, c'est de l'arrêter. Voilà. Et qu'en fait, la seule façon de réfréner cette pulsion terrible de mort et de sauvagerie, c'est le regard de vos hommes. C'est qu'à un moment, et à un moment parce que vous êtes leur frère et leur chef et que vous avez toujours professé qu'il fallait respecter des règles,
qu'il fallait respecter une éthique, qu'il fallait respecter le droit international humanitaire. Quand vos soldats vous voient vous laisser aller à cette sauvagerie, vous lisez dans leur regard qu'ils sont perdus. Et c'est leur regard qui vous ramène à ce que vous êtes. C'est une façon de vous voir vous-même de l'extérieur. Hier, on a ouvert le bal avec Boris Cyrulnik notamment et Géraldine Schwartz pour parler de ce que représente aujourd'hui la mémoire des 80 ans, la commémoration de la libération des camps nazis. Et on a parlé du phénomène de groupe, des vertus et des périls liés à la fraternité de groupe. Comment vous-même avez-vous vécu à la fois ces trésors et à la fois les limites éthiques que peut poser justement la fraternité de groupe? Alors moi, je l'ai plus vécu comme un trésor, parce que c'est ce qui vous pousse à l'exemplarité quand vous êtes chef. Voilà. Et que vous doutez de vous-même, et qu'en fait, la seule chose qui va vous permettre d'être à la hauteur de ce que vous prétendez être, c'est un réflexe de fierté. Et c'est un réflexe que vous lisez dans l'exigence du regard de vos subordonnés. Voilà. Mais je vais vous dire une anecdote. Alors quand je dis ça, ça fait coincer des gens. Moi, il y a une vertu que je crois essentielle, c'est la fidélité. Et donc, quand je suis rentré dans l'armée, que je suis arrivé dans l'infanterie de marine, que je suis parti en mission la première fois en Centrafrique, j'ai observé que la plupart des cadres, pendant les 4 mois que nous passions à Bangui, prenaient une maîtresse dans la population et allaient la voir tous les soirs ou à peu près. Et j'étais profondément outré. Voilà. Et donc quand je suis rentré de ça, j'étais encore jeune marié, et que j'ai pris le commandement moi-même de ma compagnie, j'ai dit à mes soldats et à mes cadres, je trouve intolérable que vous trompiez votre épouse ou votre concubine. Ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas acceptable parce que pour vos soldats, vous êtes un homme marié. Alors à l'époque, on n'avait pas de femmes dans nos compagnies d'infanterie. Et que l'homme marié qu'il voit avec son épouse et ses enfants le samedi après-midi quand ils vont faire leur course au supermarché, c'est le même qu'ils vont voir tromper sa femme et ses enfants quand ils seront avec lui à Bangui, à Libreville ou ailleurs. Et donc, ils douteront de vous. Et vous ne pouvez pas vous permettre ça. En disant ça, bien sûr, je m'exposais moi-même. Je m'exposais à une obligation de fidélité. Et je savais bien qu'en professant cette exigence pour eux, je la manifestais pour moi également. Voilà. Et donc je crois qu'il y a une vertu aussi à professer des choses en lesquelles vous croyez, que vous considérez comme exemplaires, en sachant que vous aurez un retour qui va être cette exigence manifestée par vos subordonnés. C'est la définition même de l'exemplarité du leadership. Oui. Mais voilà, donc c'est la même chose dans le combat, et c'est la même chose quand vous êtes tenté par une forme de barbarie. C'est ça qui vous retient. Vous citez dans le livre l'écrivain espagnol Arturo Pérez Reverte, qui était correspondant de guerre pendant une vingtaine d'années. Je le cite, « Celui qui tue de loin ignore tout de ce que signifie tuer. Il ne tire aucune leçon sur la vie ni la mort. Celui qui tue de loin ne risque rien, ne se salit pas les mains, n'entend pas la respiration de son adversaire, ne voit pas l'épouvante, le courage ou l'indifférence dans ses yeux. Celui qui tue de loin ne met pas à l'épreuve son bras, son cœur ni sa conscience. Celui qui tue de loin ne crée pas de fantômes qui reviennent ensuite le tourmenter toutes les nuits pour le restant de ses jours. » J'ai une question très simple. Ces fantômes sont-ils présents dans vos nuits? Oui, évidemment. Évidemment. Parce que, encore une fois, quand vous tuez de près, vous voyez le visage de celui que vous allez tuer. Et bien sûr, il y a une notion de survie parce que c'est lui ou vous. Mais vous n'oubliez jamais ce regard, et que ce regard, c'est ce que dit Lévinas, c'est l'humanité qui vous est renvoyée par ce regard. Et donc ça rend encore plus difficile cette transgression, et évidemment, ça vous construit douloureusement, et c'est quelque chose qui fait partie de vous définitivement toute votre vie. Je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est que ça fait partie de vous, et ça fait partie de votre famille et de votre vie familiale. Et ça fait partie de la vie de votre épouse après. C'est aussi pour ça qu'il faut penser aux familles des soldats qui reviennent de cela, parce qu'ils font subir ça à leur famille et à leurs proches. Mais il y a une chose qui me frappe aussi, c'est que le fait de tuer de loin,
de désincarner le fait de tuer, ne garantit pas contre des stress post-traumatiques. Voilà. Et qui sont certainement différents. Mais quand on regarde ce qui se passe pour les pilotes de drones américains qui, depuis Tampa en Floride, font fonctionner des drones au-dessus de l'Afghanistan et qui quittent leur maison le matin à 8 h, arrivent dans le grand hangar à 9 h après avoir déposé leurs enfants à l'école ou devant des écrans d'ordinateur, ils vont diriger les tirs des drones, qu'ils font leur pause déjeuner à midi et qu'ils rentrent le soir à 18 h chez eux. Vous vous rendez compte que vous avez le même traumatisme, ou même si c'est un traumatisme différent, en réalité, un traumatisme terrible aussi. Ce cas, pardonnez-moi, me replonge dans un livre que j'ai écrit avec le généticien Axel Kahn, que nous avions consacré à l'éthique, à de nombreux sujets qui questionnent l'éthique. Et Axel avait souhaité que nous abordions l'éthique de la guerre. Et voilà ce qu'il me disait, l'une des clés à ses yeux, dans l'éthique de la guerre, c'est l'égalité des armes, en tout cas la proportionnalité des forces en jeu, la confrontation physique, notamment ce que vous avez vécu justement à Sarajevo. Et Axel me prenait un exemple qui fait écho à celui que vous venez d'évoquer. Il jugeait absolument non éthique le fait qu'on puisse pulvériser une garnison en Syrie depuis un poste de commandement souterrain au Texas. Est-ce qu'il avait raison de se poser cette question-là? Est-ce que cette question de la proportionnalité des forces participe justement à la définition de l'éthique du soldat? Dans le droit de la guerre, c'est un des éléments, la proportionnalité, évident, voilà, qui rend légitime et légal un conflit ou une guerre. Mais c'est une question très ancienne, à laquelle on ajoute de plus en plus la question de la distance, au-delà de la proportionnalité des moyens. Est-ce que les bombardements de Dresde étaient justifiables? Est-ce que Hiroshima était justifiable? Et aujourd'hui, on y ajoute la distance, sachant que c'est une question très ancienne et que, à l'époque médiévale déjà, certains pères de l'Église considéraient qu'il était illégitime d'utiliser des arcs et des flèches, parce qu'avec des arcs et des flèches, on tuait à distance, et que seule la confrontation chevaleresque d'homme à homme au corps à corps était licite. Parce qu'encore une fois, je pense que enfoui au fond de nous-mêmes, il y a cette idée que parce que je risque ma vie au moment où je donne la mort, je rends plus acceptable ce crime que je commets, ou cette transgression du tabou que je commets. Voilà. Aujourd'hui, la question, elle se pose évidemment plus que jamais, et elle se pose en termes éthiques, et elle se pose aussi parce que le fait d'avoir dû transgresser une éthique ou transgresser une morale est sans doute au point de départ des stress post-traumatiques qu'éprouvent nos soldats. Si vous considérez que vous avez fait la guerre, que vous avez dû tuer des gens, mais que vous l'avez fait parce que vous n'aviez pas d'autre choix et que vous étiez vous-même mis en situation pour atteindre un objectif de nature tactique, de tuer quelqu'un, et que cette condition était indispensable à remplir pour atteindre cet objectif, ça continuera de vous habiter, mais vous n'aurez pas de sentiment de culpabilité comme vous pourrez l'avoir si vous avez dû le faire à distance et sans être certain d'ailleurs de ce que vous faisiez, parce que vous ne voyez pas les gens que vous tuez. Vous voyez des signaux sur un écran de télévision. Et donc, cette espèce d'artificialisation de la guerre et du fait de devoir donner la mort, à mon avis, introduit un élément de doute qui est insurmontable. Permettez-moi d'insister sur la liberté de conscience, parce que votre texte, qui est d'une richesse incroyable, je recommande à tout le monde de lire ce livre, et de manière tout à fait indépendante de la sensibilité qu'on peut avoir ou non pour la cause militaire et pour l'armée. À propos de la guerre du Golfe, vous dites « Étions-nous soucieux du sens de cette guerre? Je ne le crois pas. Nous nous réfugions avec une sorte de soulagement dans la certitude que ce que pourquoi nous allions combattre était nécessaire et juste, puisque nos chefs nous le commandaient. » Vous dites également « On n'attend pas des soldats qu'ils réfléchissent trop à la mission qu'on leur a confiée,
J'ai 2-3 questions très simples. Comment va-t-on au combat pour une cause dont on ne saisit pas forcément le sens? Comment construit-on son émancipation, son esprit critique, sa liberté de penser dans un tel cadre? Et dit autrement, être soldat, est-ce accepter de devoir parfois renoncer à sa liberté d'homme? Alors d'abord, je pense que les premières fois qu'on va à la guerre, on peut ne pas trop se poser la question parce qu'on a confiance en son chef. Mais la confiance, elle se bâtit. Et l'expérience que j'en ai, l'expérience du Golfe étant différente, mais ce que j'ai vécu après, et d'ailleurs après je suis parti en Somalie, où on nous a vendu une légitimité très spectaculaire. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a vécu au Rwanda après. Non pas qu'il ne fallait pas y aller, mais que la guerre avait comme justification des éléments purement humanitaires. Or, la guerre, c'est un objet politique. Et vous ne pouvez pas disqualifier cet objet dans sa dimension politique en ne retenant dans la nécessité d'un engagement de soldats qu'une finalité proprement humanitaire. Voilà. Ou alors, c'est que vous pensez que votre soldat n'aura jamais à faire ce qui est pourtant sa fonction première, qui est de donner la mort. Voilà. Et donc là, il y a une difficulté considérable. Mais ce qui est vrai, c'est que la confiance que vous allez gagner auprès de vos hommes, vous l'aurez précisément en discutant des raisons de leur engagement, en permanence. Je me souviens qu'à Sarajevo, c'était très difficile à obtenir, parce que nos camarades tombaient à côté de nous, parce que ce qui était vendu comme légitimité à notre opinion publique, c'était le fait qu'on allait défendre les Bosniaques musulmans contre les Serbes qui les assiégeaient, et qu'en réalité, nous étions entre deux feux, et que chaque fois que les Serbes se mettaient à prendre à partie nos hommes, les Bosniaques eux-mêmes essayaient de faire le maximum de pertes dans nos rangs. Et donc la réalité que nous vivions était qu'en réalité, il n'y avait pas un camp du bien contre un camp du mal. C'était construit de façon artificielle. Il y avait une guerre civile, et dans la guerre civile, il n'y a que des coupables, que des criminels, que des gens qui représentent le camp du mal. Et donc c'était très difficile de faire admettre à mes soldats que cela valait la peine que nos camarades tombent à côté de nous. Et nous en discutions tout le temps. Et je ne sais pas si j'ai trouvé des bonnes réponses. La bonne réponse que j'avais trouvée à l'époque, c'est que le fait qu'il y ait des casques bleus à Sarajevo permettait que subsiste un peu la vie et qu'il valait mieux être habitant de Sarajevo assiégé par les Serbes que de vivre en Tchétchénie à Grozny. Voilà. Parce qu'à Grozny, il n'y avait pas de témoins extérieurs, il n'y avait pas d'opinion publique internationale et que les Russes massacraient les populations 10 fois plus que les Serbes ne le faisaient à Sarajevo. Mais c'est une justification qui est mince et malgré tout, c'est celle que j'ai trouvée. Voilà. Après, je n'ai pas de réponse parfaite, mais ce qui est vrai, et je vous le disais, c'est qu'un chef d'état-major des armées, il est obsédé par la recherche de la légitimité pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a l'obstacle éthique que vous venez d'évoquer. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tous les ordres et toutes les intentions du président de la République et du politique au plus haut niveau se traduiront par le fait qu'un soldat presse sur la gâchette de son arme et tue quelqu'un. Voilà. Et que vous ne serez jamais assuré qu'il le fera, et qu'en particulier, s'il considère que la cause n'est pas bonne, il tirera à côté. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de témoignages d'écrivains dans la guerre qui disent qu'ils tiraient à côté. Je pense que Genevoix a dit ça à un moment. Donc on tire à côté. Et puis l'autre raison pour laquelle vous avez besoin d'obtenir l'adhésion des hommes, ça n'est pas uniquement la cause morale, c'est que, en fait, la guerre est un acte intelligent. Et que votre soldat, au plus petit niveau, il va se battre contre un autre soldat qui va faire œuvre d'intelligence, d'inventivité en permanence, va manœuvrer à son niveau pour déjouer la propre manœuvre que vous conduisez, que votre soldat conduit. Et donc si vous ne laissez pas de l'initiative à vos soldats pour être capables d'adopter en permanence leur comportement à celui de l'adversaire, eh bien vous le paralysez entièrement et vous le désavantagez considérablement. Ça veut dire que dans le commandement, dans le combat et dans la guerre, l'obsession du commandement militaire, c'est d'expliquer, de convaincre, de faire adhérer et de laisser de l'initiative jusqu'aux plus petits échelons possibles. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Pour illustrer la question de la liberté ou non de renoncer à se battre pour une cause qu'on estime soit illégale, soit injuste, je vais prendre un cas très concret qui est récent. Le président américain
s'est donc exprimé il y a quelques jours auprès des plus hauts gradés de l'armée américaine. Il leur a demandé, je le cite, de se mobiliser contre les ennemis de l'intérieur, à savoir les immigrés sans papier, la presse et ses opposants politiques. Si vous étiez un général de l'armée américaine, avez-vous une idée de la réaction que vous auriez eue et est-ce que vous auriez donné le droit, au nom justement de cette contestation de la légalité ou de la justesse ou de la justice du sujet, de vous retirer? Oui, bien sûr. En fait, c'est une question que se pose tout chef d'état-major des armées. Tout chef d'état-major des armées. Quand j'étais jeune colonel, commandant mon régiment, en 2005, Dominique de Villepin venait de décréter l'état d'urgence. Je déjeunais avec la préfète du Morbihan, mon régiment était là, elle me dit « Que fait l'armée ?» Je lui dis « Madame la préfète, je vais vous inviter à voir ce que fait une compagnie d'infanterie et ce que c'est qu'un parcours à tir réel d'une compagnie d'infanterie. Vous allez voir de quelles armes nous sommes dotés. Quelle est la finalité de la manœuvre d'infanterie qui vise à neutraliser, pour parler proprement, à détruire un ennemi. Nous ne sommes pas des forces de l'ordre. C'est ce qui fait la différence fondamentale. C'est ce qui fait la singularité militaire au-delà de tout, c'est que les armées sont là pour délivrer la force de manière délibérée jusqu'à tuer. De manière délibérée, pas en situation de légitime défense. Et c'est cela d'ailleurs qui est extraordinaire, c'est que au départ de la civilisation, il y a, c'est ce que dit Dumézil, c'est extraordinaire, il dit « être civil, c'est être civilisé ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où je distingue dans une société qui est en train de s'élaborer et de devenir une civilisation, des gens dont le métier sera de mettre en œuvre la force au profit de tout le groupe, et que j'exonère le reste du groupe de cette mise en œuvre de la force, c'est à ce moment-là que je commence à créer de la civilisation. Et donc, parce qu'il y a des gens qui pourront renoncer à cette mise en œuvre de la force, qui sont les civils, je crée de la civilisation. Et la formule de Dumézil, c'est être civil, c'est être civilisé. Et le stade suivant de la civilisation, c'est quand je décide que les relations entre les membres de cette communauté vont être régies par le droit, et que ce droit va créer un ordre, mais que malgré tout, il faudra qu'il y ait des forces capables de faire respecter cet ordre. Mais comme le tabou absolu, c'est le respect de la vie humaine, qui ne doit jamais être transgressé, je vais contraindre le recours à la force par ces forces de l'ordre, qui ne sont là que pour faire respecter l'ordre contre des contrevenants à l'ordre, je vais contraindre l'emploi de la force à la stricte légitime défense. Ce qui n'est pas le cas des armées. Les armées ne sont pas là pour agir en situation de légitime défense. Elles sont là pour mettre en œuvre la force jusqu'à tuer de manière délibérée, pour obtenir et pour atteindre un objectif. Donc, tout officier, tout sous-officier, a fortiori le chef d'état-major des armées, c'est obsessionnel chez lui. Est-ce qu'on va me demander de m'engager pour autre chose que ce pourquoi je suis fait? J'observe au passage que les généraux américains ont la même difficulté. Dans le discours de Trump à ses généraux, il commence par dézinguer cette âne de Millet et ses crétins. Millet, c'était le chef d'état-major des armées quand j'étais moi-même chef d'état-major des armées. C'est celui qui s'est élevé contre la volonté du président Trump d'envoyer la garde nationale mater les émeutes. C'est un sujet qui s'est évidemment posé à moi, et c'est un sujet qui se pose au moment des Gilets jaunes, au moment de toute manifestation, auquel, Dieu merci, en France, les hommes politiques sont extrêmement sensibles, et quand il est question de faire intervenir les armées sur le territoire national, elles n'interviennent jamais à la place de la police. Elles vont relever la police sur des missions de sécurité ou de garde statique, elles n'interviennent pas à la place de la police, et les conditions d'ouverture du feu sont très strictes. Donc oui, vous avez raison, cette singularité très forte du métier militaire, elle est d'abord constitutive de notre idée, de notre identité démocratique. Et bien sûr, elle impose au chef militaire de se poser la question de la légalité et de la légitimité de ce qu'on lui demande de faire. Au passage, je relève que les généraux américains ne prêtent pas serment au président des États-Unis. Ils prêtent serment sur la Constitution. Voilà. Donc oui, je pense que le jour où ils devront commettre l'irréparable, j'espère qu'une partie d'entre eux démissionnera. Tout à l'heure, nous avons un très beau débat, un autre très beau débat, avec l'ex-grand maître du Grand Orient de France, Nicolas Penin, et le président de Bayard Presse, François Morinière. On parlait de fraternité. Et je citais une phrase extrêmement belle de votre livre. « Être frère, c'est se défaire de soi ». Ce qu'est notre époque, entrave-t-elle ou au contraire
donne-t-elle davantage de force au goût d'être frère? Je pense que ça va, j'en sais rien, ça va nous renvoyer à cette obligation d'être frère, certainement. Est-ce que les gens s'en rendent compte aujourd'hui? Je n'en sais rien. Moi, quand on est soldat, on le mesure. Voilà. Parce qu'on ne survit au combat qu'ensemble. Et qu'on ne survit au combat avant, pendant et après le combat qu'ensemble. Et que ce combat est une action qui est éminemment collective et qui vous fait prendre la mesure de ce besoin que vous avez de l'autre et en fait qui vous fait prendre la mesure au-delà de ça, mais c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant de la peur ou en parlant de cette animalité que vous avez en vous. Vous mesurez parce que vous restez homme grâce au regard de vos frères, que c'est même au-delà de la simple efficacité du groupe. C'est que votre dignité dépend des autres et votre humanité dépend du regard des autres. C'est vraiment la dignité des autres, l'humanité des autres qui vous a permis de traverser les épreuves dont vous nous parlez depuis le début de notre échange. Oui, je pense que la question que je me pose, c'est est-ce que j'avais plus d'animalité que les autres? Parce que j'en parle dans le livre, celui qui me ramène à la raison, c'est un de mes caporaux-chefs, que j'appelle caporal-chef Monsieur, qui s'est suicidé après. Et c'est dans son regard que je lis, cet homme avait été d'un courage extraordinaire pendant tout l'assaut, c'est dans son regard que je lis une sorte d'égarement quand il me voit à ce degré de déchaînement et de jouissance. Donc c'est qu'il est plus digne que moi. C'est qu'il a su à ce moment-là conserver une lucidité que je suis en train de perdre. Donc ça aussi c'est une magnifique leçon d'humilité. C'est que vous êtes le chef, vous êtes le capitaine qui part avec ses soldats, et c'est le caporal-chef qui vous ramène à cette exigence de dignité. Voilà, donc ça aussi ça renforce l'idée de fraternité, parce que ça vous fait perdre tout sentiment de supériorité morale. Pardonnez, mais j'ai des questions peut-être de béotien, vous me pardonnerez, mais je réinsiste sur la fraternité. Vous dites, elle unit dans le consentement à la dépendance mutuelle extrême un groupe d'individus qui portent la volonté de défendre sa patrie, de promouvoir un ensemble de valeurs, une vision du monde auquel ils croient. J'ai une question très simple. Un soldat russe qui déserte au nom de ses valeurs et de sa vision du monde, est-il un traître parce qu'il rompt la chaîne de la fraternité, parce qu'il rompt ce fameux ensemble que vous évoquez? Il sera considéré par son pays et par ses camarades comme un traître, certainement, bien sûr. Et vous, comment vous le considérez? L'armée française laisse toujours une place à ces exigences éthiques et à ce doute qu'on peut avoir. Voilà. Maintenant, il y a le moment de le faire ou pas. Est-ce que vous le faites dans le dur du combat ou au moment d'y aller, ou est-ce qu'avant, vous dites que vous n'acceptez pas de le faire? Est-ce que vous encourez de la forteresse et de la prison parce que vous considérez qu'on vous demande de vous battre pour une cause qui n'est pas respectable? Il y a un officier général français dont on ne parle jamais, qui est connu pourtant, qui au moment de l'Algérie, compagnon de la libération, a décidé de dénoncer la torture et le recours à la torture, et qui a été mis en prison, qui a fait plusieurs mois de forteresse. Voilà. Donc, oui, évidemment, il y a un moment où votre conscience vous impose de vous poser la question. C'est pour ça que dans les armées françaises, il y a une exigence éthique. Je pense d'ailleurs que le traumatisme de l'Algérie n'y est pas pour rien, que le traumatisme de l'Indochine non plus, de ces guerres de civilisation, qui étaient à moitié des guerres civiles d'ailleurs, ces guerres de décolonisation, relisez de Noix de Saint-Marc. Voilà, et que donc l'obsession éthique, elle est constante. Et c'est pas simplement une obsession comme ça. C'est un travail qui est fait dans les régiments, sur les bâtiments de la Marine nationale, où on travaille avec ces soldats, ces marins, ces sous-officiers, à poser la question du sens de l'action, des raisons pour lesquelles on le fait, à rappeler les règles du droit, parce que de temps en temps aussi, quand vous avez des doutes,
le droit international humanitaire va vous contraindre dans votre comportement. Vous parliez de proportionnalité, d'attitude, de respect de la victime ou de l'adversaire. Tout ça sont des choses qui sont aussi des règles de droit très strictes. Voilà. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas d'action plus collective que le combat et que la fraternité, qui est sans doute le plus beau mot de la République, il est, dans les armées, construit par emboîtement successif. C'est ce qui est difficile pour nos concitoyens, c'est qu'ils sont frères, mais ils sont frères éloignés les uns des autres. Ce qui devrait d'ailleurs les rendre le plus frères, c'est l'idée de se dire que c'est en leur nom que des soldats vont tuer. Parce que je le rappelle souvent, le soldat, il va porter tout seul la charge de la mort qu'il a dû donner, mais il ne l'a pas fait pour lui. Et même s'il l'a fait en se vengeant dans l'ivresse du combat, en réalité, on lui fait porter une faute morale et psychologique qu'il a réalisée, ou une mission qu'il a réalisée, au nom de ses concitoyens et en engageant la responsabilité de chacun d'entre vous. C'est ça qui devrait faire de vous des frères, parce que vous êtes tous engagés dans cet acte de donner collectivement la mort. Mais pour un soldat, lui, il va la donner physiquement. Et donc la communauté qui est créée dans un régiment ou sur un bâtiment de la Marine nationale ou sur une base aérienne, elle est construite en faisant en permanence référence à ça, en faisant référence, comme le dit Renan, au sacrifice vécu par ceux qui nous ont précédés, parce qu'un drapeau, c'est un drapeau avec le nom des batailles auxquelles le régiment a participé depuis l'Empire jusqu'à aujourd'hui, en passant par les grandes guerres mondiales. Ensuite, il y a une fraternité qui est au niveau du groupe de 10 hommes, puis qui s'élargit à la section de 30 hommes, puis qui s'élargit à la compagnie de 150 hommes, puis qui s'élargit au régiment avec son drapeau, son nom, ses noms de bataille, le souvenir de ses frères morts, et qui aujourd'hui est quelque chose de très puissant parce que au-delà des frères morts, il y a 100 ans ou 150 ans, il y a les frères morts l'année précédente. Et très souvent d'ailleurs, les veuves de ces compagnons qui sont morts au combat, on essaye de les employer au régiment. Et donc tous les ans, vous avez une cérémonie où on va déposer des gerbes, chaque monument aux morts dans chaque régiment, et on se rappelle du camarade qui était à côté de nous il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, dont la veuve est là, et qui lui est mort au combat. Vous évoquez, à l'instant, vous parliez de la torture. L'acte le plus héroïque à vos yeux est la résistance à la torture. Il n'aura échappé à personne que même dans des pays civilisés, éduqués, des questions comme celle de la torture ou de la peine de mort d'ailleurs ne sont plus totalement tabous, ne sont plus totalement écartés. Nous en avons longuement parlé hier avec Richard Malka. Il y a des acquis dans nos civilisations qui commencent d'être contestés. Ce sujet de la torture est-il, je le suppose, mais je voulais quand même vous entendre sur ce sujet, est-il totalement maîtrisé au sein de l'armée française ? Il est en théorie parfaitement maîtrisé et il n'y a aucun doute sur cela. Voilà. Ensuite, c'est le comportement d'un homme ou de 2 ou de 3 hommes. Et c'est pour ça que j'évoquais la situation particulière du Rwanda que nous avons vécue, qui est emportée par un flot d'inhumanité, d'envie de se venger. Et le pire, c'est qu'il a le sentiment qu'au contraire, il fait acte d'humanité en vengeant ces bébés qui sont morts. Voilà. Et c'est là que les choses sont complètement perverties, parce que vous le faites au nom d'une certaine humanité. Donc il peut toujours y avoir ces débordements. Ce qui est important, c'est que les gens en soient alertés. C'est précisément qu'il faut qu'ils se connaissent. Et qu'on ne fasse pas au prétexte qu'on pense faire l'ange et qu'on n'en arrive pas à faire la bête. Voilà. Donc ça, je crois que c'est très important. Mais oui, il n'y a aucun doute pour ça. Mais l'armée française, c'est une armée qui, en 2004, a connu l'affaire Mahé. Vous ne vous souvenez pas de cette affaire-là ? Eh bien, c'était les forces françaises en Côte d'Ivoire, dans une zone d'interposition entre le nord et le sud, avec des coupeurs de route qui massacrait la population, qui la harcelait, qui la rackettait, etc. Et un jour, un des criminels qui faisait ça dans cette zone où il n'y avait pas de police, pas de gendarmerie, rien du tout, mais qui était sous contrôle de l'armée française, et qui d'ailleurs avait massacré des villageois, les soldats l'ayant découvert, en découvrant des jeunes filles violées, massacrées, tuées, je vous passerai les détails, parce que c'est souvent comme ça aussi que ça se passe.
ils arrivent à attraper le dénommé Firmin Mahé. Et ils le blessent en tirant à travers les herbes à éléphants. Et ensuite, ils vont abattre ce type-là. Ils vont l'exécuter en l'étouffant, en lui mettant un sac en plastique sur la tête. Voilà. C'est la pire des choses. Voilà. C'est la pire des choses. Mais vous ne pouvez jamais éviter absolument qu'à un moment, vous ne vous laissiez pas aller à cette pulsion de vengeance que vous faites au nom de l'humanité blessée, précisément. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'elle vous semble d'autant plus légitime que cette jeune fille ou ces jeunes filles que vous avez vues violées, mortes, la main coupée, la tête coupée posée sur le ventre, etc., c'est elle que vous vengez. Donc c'est le mal absolu que vous attaquez. Avec l'idée presque contraire que s'interdire cet excès-là, ce dérapage-là, c'est presque se mettre dans une situation de culpabilité et de lâcheté. Peut-être. Moi, je ne le crois pas du tout, mais voilà. Je voulais aborder quelques questions de géopolitique, parce que vous avoir avec nous, c'est une chance, bien sûr. Souverainisme, patriotisme et nationalisme, sont sollicités sans qu'on sache vraiment s'il est possible de distinguer les frontières. Le plus bel exemple vient justement de Donald Trump, mais cette vague depuis longtemps a submergé l'Europe. Comment un militaire se positionne-t-il entre ces trois items, souverainisme, patriotisme et nationalisme? Non, moi je suis profondément patriote, donc je me positionne pas contre le patriotisme. Le nationalisme, il a une dimension négative évidente, mais qui rend particulièrement étroite d'ailleurs la notion de nation. Encore une fois, moi je pense que tout le monde ici a lu le discours sur la nation. Voilà. La nation, c'est pas une question de race, c'est pas une question de frontières, c'est même pas une question de langue, dit Ernest Renan. Voilà. Et je pense de ce point de vue que la France est une nation incroyablement politique. Et c'est en cela qu'elle a une capacité à accueillir considérable, parce que ce qui crée la nation française, c'est simplement une volonté politique de porter un message et d'avoir une ambition stratégique. Donc je suis, moi, à la fois très attaché à la patrie et à la France, et je pense que la France, qui est une grande nation, qui a hérité de toute une histoire, et de toute une culture, et de toute une histoire intellectuelle aussi, une vision de l'homme, elle doit être capable de transformer cette vision de l'homme et cette approche philosophique en vision stratégique et porter un message au monde. Voilà. Et ça a une traduction militaire évidente. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut un monde bipolaire? Est-ce qu'on veut un monde unipolaire? Est-ce qu'on préfère, comme le disait Aron, un monde équilibré entre plusieurs pôles dont les relations sont régies par le droit, ce qui me paraît être une vision assez française et qu'il faut que nous défendions? Et si c'est la vision que je défends, qu'à mon avis la France doit porter comme une nation qui a une vision stratégique en Europe, et c'est une des seules nations européennes qui a une vision stratégique. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'exceptionnalité française, qui se retrouve d'ailleurs dans son armée, qui se retrouve dans le fait qu'elle soit une puissance nucléaire, et qu'elle a une vision qui n'est pas la simple vision du marché, et du marché unique européen, et du libéralisme, etc. Elle a une vision de ce que disait Malraux, la France est la France lorsqu'elle assume une part de la noblesse du monde. C'est sans doute un peu prétentieux, mais elle a une vision de la dignité de l'homme. Et elle prétend la porter. Et elle prétend que cette vision-là, elle doit être au point de départ d'une ambition stratégique, et qu'il faut qu'elle entraîne les Européens et l'Union européenne dans cette capacité à se hisser au niveau d'un acteur stratégique dans le monde. L'enjeu, c'est d'articuler une souveraineté européenne avec le respect, la sanctuarisation des souverainetés nationales. C'est ça l'enjeu, c'est de trouver ce point d'équilibre? Oui, bien sûr, oui. Ça, ensuite, ça se fera progressivement. Je pense que la souveraineté européenne, enfin, c'est ma conviction personnelle, il faut absolument qu'on y arrive un jour. Voilà. Mais qu'encore une fois, en particulier depuis le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la grande nation qui est capable de porter cette vision-là et d'essayer de la faire partager aux Européens, il se trouve que là, il y a une opportunité pour le faire, qui est la peur qu'ont les Européens, la conscience de leur fragilité qui leur fait peut-être prendre conscience de ce qu'ils sont, simplement européens. La France a une opportunité
d'aller vers une construction accrue et plus rapide de cette souveraineté commune, oui. La parole médiatique d'un chef d'état-major en exercice est rare. Le 1er août, votre successeur Thierry Beucard s'est exprimé. Il considère, je le cite, que la Russie pourrait représenter une véritable menace pour l'Europe d'ici 5 ans. Ce spectre, selon vous, pourrait-il s'imposer avant 2030 ? Oh là, vous me demandez de faire Madame Irma. D'abord, si le chef d'état-major des armées, qui vient de quitter d'ailleurs, l'a dit, c'est que c'était vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Mais quel est votre sentiment, vous, sur l'urgence de ce spectre, justement ? Mon sentiment, il y a véritablement urgence. Mais la grande difficulté, c'est qu'en fait, une démocratie ne veut pas être au maximum de son armement et de sa force militaire. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est le problème de Joffre, généralissime de l'armée française, à partir de 12 ou 13. Voilà. Joffre a une conscience très nette du danger que représente l'Allemagne. Une conscience d'autant plus nette que nous n'avons plus de profondeur stratégique et que l'ennemi contrôle l'Alsace et la Lorraine. Et Joffre pense que la grande difficulté sera de convaincre le gouvernement français de décréter assez tôt la mobilisation générale, de façon à ce qu'on puisse faire la montée en puissance de l'armée française. Et comme nous sommes un gouvernement d'un grand pays démocratique, il se doute que ce sera très tard. Et donc il va préparer les éléments d'une montée en puissance la plus rapide possible, très minutieusement, et de l'envoi très rapide par voie ferrée des forces françaises sur le front. Donc la question de la montée en puissance, elle est absolument majeure, et elle n'est jamais posée. Et de toute façon, les démocraties sont peu armées dans cette nécessité de la montée en puissance. Il faudrait qu'on soit capable, on est capable de faire des scénarios disant voilà ce qu'il faut que les Européens soient capables d'opposer à échéance de temps face à un ennemi potentiel, et il faudrait une montée en puissance de 6 mois, d'1 an. Quel serait le coût de cette montée en puissance? Est-ce qu'on est capable de le chiffrer? Cet exercice-là, aujourd'hui, n'a pas été fait. Voilà. Et c'est un exercice éminemment politique qui ne concerne pas que les armées, qui concerne la nation entière. Comment est-ce que je transforme notre outil industriel pour en faire un outil de capacité de production d'armes et de munitions? Aujourd'hui, on n'a pas répondu à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si la Russie, si le SEMA l'a dit, c'est qu'il a raison. Ce que je sais, c'est que dans cette entre-guerre dont je parle dans ce livre, entre-guerre pendant lesquelles nous considérions que la guerre n'adviendrait plus jamais, qu'elle était à ranger au magasin des incongruités définitives, des anomalies de l'histoire et des choses ignobles au sens propre du terme, eh bien, en réalité, nous, soldats, nous vivions partout des situations de guerre. Et nous, soldats, nous étions confrontés, chaque fois que nous partions de l'opération extérieure, à la violence du monde et à la violence des hommes. Et chaque fois que nous rentrions en France, nous étions stupéfaits de voir des gens qui refusaient de voir cette réalité-là. Ce dont je suis absolument certain, c'est que le monde s'arme. Il suffit d'observer l'évolution des budgets d'armement des grandes nations du monde, qui sont des nations autocratiques, pour savoir que ces gens-là sont en train de s'armer, de se surarmer. Donc il faut être prêt à une confrontation. Alors, est-ce que ce sera face à l'Iran, face à la Turquie, face au Moyen-Orient, face à l'Inde, face à la Chine, face à la Russie? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera dans une guerre classique, ou est-ce que ce sera simplement parce que nous ne sommes pas capables de monter la garde pour montrer que nous nous opposerons fermement à telle ou telle contrainte qu'on prétend nous imposer? Je prends un exemple. La Turquie. Turquie qui est membre de l'OTAN. La Turquie ne reconnaît pas l'indépendance de Chypre, comme vous savez. Il y a des zones d'exploitation pétrolifère au sud de Chypre, qui sont dans la zone de la partie libre de Chypre, non contrôlée par la Turquie. La Turquie s'oppose à ce qu'on fasse de la prospection pétrolière dans cette partie-là. La Turquie a considéré que de toute façon, elle ne reconnaîtrait plus la souveraineté de la Grèce sur la mer Égée, et que par ailleurs, l'essentiel de la Méditerranée orientale serait turc. Si vous n'avez pas une flotte de guerre suffisante, vous, Français, en vous alliant avec les Grecs, avec les Égyptiens, pour dire, écoutez, je ne tolérerai pas qu'on ne respecte pas le droit maritime international et la liberté de circulation en Méditerranée orientale et la liberté d'exploitation des richesses halieutiques ou autres, eh bien, vous êtes désarmés face à la Turquie. Et donc, vous subissez des pressions
Donc il ne faut pas imaginer forcément brutalement demain une guerre totale sur la totalité de la frontière européenne. Il faut imaginer ce que seront des pressions successives qui nous amèneront, parce que nous n'aurons pas le courage de nous réarmer, parce que nous n'aurons pas le courage de monter la garde, de dire que nous ne tolérerons pas telle ou telle chose, qui nous imposeront des renoncements successifs. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, je pense que c'est déjà commencé en réalité. J'ai une question à vous poser, on prend quelques minutes parce que c'est passionnant. Vous êtes grand chancelier de la Légion d'honneur et vous avez signé au printemps l'arrêté retirant à Nicolas Sarkozy ses insignes de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Ce retrait est de droit pour tout récipiendaire définitivement condamné à au moins 1 an de prison ferme, je crois, ce qui était son cas. La question que je vais vous poser, elle va traverser un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises hier et aujourd'hui, à partir de thématiques ou lors de débats qui n'avaient absolument rien à voir les uns les autres. C'est le thème en fait de l'état de droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait exprimé sa désapprobation quant à cette déchéance. Est-ce un exemple, parmi d'autres, que l'état de droit n'est plus nécessairement une évidence jusqu'au sommet de l'État? Je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Et vous voyez bien que j'ai signé cet arrêté qui était conforme à la lettre et à l'esprit du Code de la Légion d'honneur. Je me suis exprimé d'ailleurs dans une tribune dans le Figaro à ce propos. C'est la règle, donc je suis le garant et je l'ai respectée, entraînant derrière moi l'ensemble des membres des 2 conseils des ordres, dans lesquels vous avez d'éminents juristes et des personnalités éminentes, et le président de la République ne m'a pas démissionné. Voilà. Dernière question avant de faire venir notre ami Étienne Klein. On ne doute pas à vous écouter sans vous connaître, mais je crois qu'on ne doute pas que vous êtes aux yeux de soldats, je ne sais pas de combien de soldats, mais vous êtes sans doute un héros. Vous-même, quels sont vos héros dans l'armée ou en dehors de l'armée? Je sais par exemple que ce caporal-chef auquel vous faites référence a été un héros à vos yeux. Mais y a-t-il des héros peut-être hors justement de l'armée qui nous parlent à nous tous ce soir? D'abord, je pense que l'héroïsme est quelque chose de collectif. Donc j'ai du mal à considérer un héros tout seul. Et je ne me considère pas comme un héros. Et encore une fois, j'ai suffisamment conscience de ma propre indignité pour savoir à quel point je dépends des autres pour essayer d'atteindre une forme de respectabilité et de dignité. S'il y a quelque chose qui pour moi est stupéfiant, c'est la façon dont le colonel Beltrame s'est sacrifié. Et je pense que c'est au-delà de l'héroïsme, en fait. C'est parce que le colonel Beltrame était très croyant et qu'il y a une forme de proclamation de foi dans son acte. C'est un martyr. Voilà. Donc c'est au-delà de l'héroïsme. Merci infiniment. J'invite Étienne à nous rejoindre pour conclure ce très beau moment. Je suis très ému par ce que vous dites là. Et en fait, il y avait un silence quasi religieux dans la salle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, si j'ose dire. Il y a une gravité dans vos propos et en même temps une justesse dans le vocabulaire qui fait qu'on a du mal à parler après. Pour tout dire, moi j'ai fait mon service militaire dans la marine, mais j'ai aucune expérience du combat. C'était dans les années... fin des années 60, début des années 80, on ne parlait pas de guerre. Donc le service militaire était une sorte d'expérience qui nous faisait rencontrer d'autres jeunes citoyens français qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans la vie courante. Et c'était formateur d'un point de vue psychologique, mais ça ne permettait pas de vivre ce que vous racontez. En fait, j'aurais une question, mais comme vous ne pouvez pas répondre, je vais essayer de la formuler autrement. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des longues discussions avec Thomas Pesquet. Alors, ça n'a pas de rapport direct avec ce qu'on vient de dire, mais quand même, il est allé 2 fois dans l'ISS pendant 6 mois à chaque fois. Et la question que je vais poser, c'est quand on revient, est-ce qu'on a l'impression d'être sorti de la condition humaine, ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression de l'avoir exploré davantage dans ses confins? Est-ce qu'on est devenu plus humain ou moins humain? Et c'est un peu la même question que j'aurais envie de vous poser si on avait du temps, c'est-à-dire le fait d'avoir
vécu l'expérience du combat, alors rapproché, pas rapproché, d'avoir dirigé des hommes prêts à mourir, prêts à donner la mort. D'ailleurs, dans ce que vous dites, il y a des choses qui ressemblent au débat de ce matin sur la justice. Oui. On doit défendre l'indéfendable quand on est avocat, et quand on est soldat, on doit essayer de réprimer parfois le sentiment de vengeance qu'on ressent, qui est la trace de notre humanité, paradoxalement, comme vous l'avez expliqué. C'est-à-dire qu'on est prêt à commettre de l'inhumain parce qu'on est humain. Enfin, il y a une question des frontières qui se joue là. Et quand on a donc vécu le combat de quelque manière que ce soit, est-ce qu'on a exploré un peu plus la condition humaine ou est-ce qu'on l'a transgressée? C'est un peu ça le dilemme moral que j'ai senti d'ailleurs dans votre propos. Et tout à l'heure, j'évoquais le cas d'Einstein, parce qu'Einstein, après la Première Guerre mondiale, et même pendant, il était antimilitariste. Au tout début des années 30, il écrivait des lettres de soutien aux objecteurs de conscience. Et puis, il y a eu l'élection d'Hitler en Allemagne, et dès 1933, il a cessé de défendre les objecteurs de conscience, au point d'être accusé de trahison par beaucoup de ses amis, etc. Et quand il est parti aux États-Unis, il a fait escale à Londres, comme je l'ai raconté ce matin. Il a donné une conférence au Royal Albert Hall, et il ne revient pas directement là-dessus, mais il explique que la liberté réclame qu'on se batte pour elle. Et c'était une façon d'illustrer le fait qu'il avait donc changé de camp, en quelque sorte, vis-à-vis de l'institution militaire. Et juste pour finir, vous avez parlé d'Hiroshima, et ce qui est assez troublant, c'est que les physiciens qui ont construit la bombe, qui étaient pour l'essentiel des Européens, qui avaient fui l'Allemagne, et qui ont travaillé à la bombe atomique parce qu'ils avaient peur qu'Hitler ait la bombe. C'était ça leur motivation. Et après la reddition de l'Allemagne, en mai 1945, s'est posé la question, est-ce que l'objectif qu'on avait suivi en construisant cette bombe est toujours légitime? Il y a eu des tiraillements. Moi, j'ai eu comme professeur au CERN Victor Weisskopf, jeune physicien à l'époque, qui était dans le projet Manhattan, et il nous racontait qu'il y a eu des discussions. Et dans leur esprit, quand ils construisaient la bombe, c'était pas du tout le Japon qui était la cible. Ils n'avaient jamais imaginé que le Japon puisse être la cible. Et donc le fait qu'on change d'objectif en cours de route en a troublé plus d'un, et comme si leur motivation première, qui était très sincère, très, très viscérale, les avait en quelque sorte délaissés. Général, merci infiniment pour ce témoignage, pour ce dialogue. Et de conclure une époque formidable. Je voudrais simplement, si vous me permettez, je suis très ami de François Sureau, et j'ai relevé ça parce qu'il y a la question de la spiritualité aussi qui se pose. Voilà. Et dans son dernier livre qui s'appelle Les Enfants perdus, qui est un roman policier, je ne sais pas si vous avez vu, il dit ça: on blâme Dieu pour les crimes des hommes et l'on se dit qu'il n'y a pas de Dieu, alors qu'on devrait plutôt voir qu'il n'y a pas d'homme. C'est une question qu'on a évoquée tout à l'heure longuement. Général, vous serez notre avocat auprès de François Sureau. Voilà 3 ans que j'essaie de le convaincre de venir sur cette scène. Je passe par vous, voilà, par la chaîne justement de la fraternité, pour lui demander d'être avec nous. Merci infiniment à vous tous et au public d'avoir assisté à ces 2 journées. Immense merci, Étienne, pour ce travail de conclusion et d'étonnement, de rapport d'étonnement après chacun des débats du jour. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, merci.